Bonjour à tous. Waouh, ça marche bien. Bonjour à tous. Je vous ai réveillé, désolé. Bon, bon, j'allais dire approchez-vous pour mieux entendre, mais j'ai l'impression qu'on entend déjà super bien, donc top. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Moi, c'est Stéphane et on va vous parler aujourd'hui avec Valentin d'un concept qu'on appelle l'Engineering Operating System. Vous allez vous demander, OK, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que les ingénieurs ont besoin d'un operating system spécifiquement? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà assez d'outils? C'est une très bonne question et c'est ce qu'on va vous expliquer pendant ce talk. Qu'est-ce que c'est? Comment on le met en place? À quoi ça sert? Hop là. Une des réponses sur pourquoi est-ce que les ingénieurs ont besoin d'un engineering system, c'est que le monde de l'ingénierie n'est pas comme le reste du monde des autres ingénieurs. Ce n'est pas du software, c'est beaucoup plus complexe. Un produit dans l'industrie, c'est des dizaines de milliers de composants, c'est des milliers de spécifications et c'est des centaines d'exigences réglementaires. Tout ça, c'est lié ensemble et en plus, ça crée une infinité de dépendances. On vient toucher un élément, on doit faire un impact d'analyse sur l'ensemble de la chaîne et si on le rate, c'est potentiellement extrêmement critique si on le découvre après la production. Donc déjà, on est dans un environnement qui est extrêmement exigeant. Et pour répondre aujourd'hui à ces exigences, toutes les données dont je vous ai parlé avant, elles sont dispersées dans un écosystème extrêmement large. On a des gros systèmes d'entreprise, comme les PLM, les ERP, les QMS que vous connaissez bien. Et au milieu de ces grands silos référentiels, on vient construire tout un maillage qui, lui, est souvent non structuré, dispersé, avec des fichiers Excel, avec des outils collaboratifs. Ça, c'est un peu une fausse promesse et un cul-de-sac parce qu'en fait, on vient créer ces informations, sauf qu'on vient les dupliquer et on les disperse. Quand on va vouloir s'assurer sur un contrôle d'impact de l'ensemble de la chaîne, ça va demander un effort extrêmement important pour rassembler toutes ces données. Ce qui fait qu'on arrive à un coût de projet qui, au final, finance la moitié du coût du projet est financé juste pour sa structure, c'est-à-dire vérifier que les données sont bonnes, faire l'organisation du suivi, des validations et traiter les non-conformités, c'est-à-dire que les erreurs qu'on a générées nous-mêmes pendant qu'on a construit le projet. Et c'est pour ça, c'est de là qu'est née l'idée de ce concept de Engineering Operating System. Il y a écrit « La discipline n'est pas une contrainte, c'est l'infrastructure de la performance ». C'est une phrase qui fait super peur parce qu'on n'aime pas trop la discipline. Mais par contre, on aime bien la performance. En fait, cette idée, moi, c'est un constat que j'ai fait au fur et à mesure des entreprises que j'ai pu traverser, que les meilleures équipes, celles qui étaient les plus efficaces, avaient toutes défini, sans forcément le théoriser ou le nommer, cet Engineering Operating System. Et c'est ça qui leur donnait cette performance et cet avantage concurrentiel. Bonjour à tous, moi c'est Valentin. Donc j'ai rejoint Stéphane sur cette belle promesse. Et en fait, j'ai fait le même constat au travers de mes expériences. Donc, que ce soit chez EY, chez Google. Alors bien sûr, tout ne fonctionnait pas toujours. Mais moi, ce que j'ai remarqué, à l'instar de Stéphane, c'est qu'en fait, ce qui fonctionnait, c'est quand les équipes travaillaient de manière très rigoureuse et structurée. Et donc, c'est nécessaire pour délivrer des produits, les distribuer, etc. Mais c'est aussi nécessaire pour commencer à monter à l'échelle, à scale, comme on dit en anglais. Parce qu'en fait, quand tout est bien structuré, bien défini, c'est plus simple de reproduire le même schéma qui fonctionne. Et c'est souvent ce qui pêche, c'est que des fois, on fait un effort pour le lancement, mais au fur et à mesure qu'on grandit, on a du mal à garder cette rigueur à l'échelle. Le concept d'Engineering OS est fait pour répondre à cet enjeu. Comment est-ce qu'on arrive à poser les briques, les fondations pour avoir cette rigueur et la garder à l'échelle? Ça va être un petit peu théorique au début, mais ne vous inquiétez pas, après on va rentrer dans le concret. L'Engineering OS, il se compose de 3 couches. La première couche, c'est vos processus. Le qui, fait quoi, pourquoi et comment. C'est peut-être basique, mais souvent on l'oublie. On va au bout, on crée la donnée. Est-ce qu'on s'est posé la question en amont de dans quel process il s'intégrait, qui en avait la responsabilité, quelle était l'entrée, quelle était la sortie? Nous, on constate que ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez au sein de vos entreprises que vous pouvez formaliser. Le deuxième, c'est le modèle de données. Aujourd'hui, on vit dans un monde où un processus métier, un geste, il doit avoir son équivalent digital. Il doit être modélisé avec une donnée pour vivre dans un système d'information, pour pouvoir être échangé entre des applications et pouvoir faire de l'analyse dessus. Ce modèle de données, il doit être pensé comme un entonnoir. Il doit répondre au processus métier. Il ne doit pas
être pris par défaut parce qu'on l'a pris dans un outil ou parce qu'on l'a fait sur un coin de table. C'est une vraie réflexion qui doit être là et qui doit couvrir l'ensemble du processus. Et enfin, le dernier point, c'est la donnée opérationnelle. Et souvent, on désolidarise les 3 couches. On fait de l'architecture d'entreprise avec les architectes d'entreprise, ils font les processus. On fait de la donnée métier avec les architectes data. Et la donnée opérationnelle, elle est souvent complètement décorrélée parce qu'on vient travailler comme on le souhaite, mais elle n'a jamais cette cohérence et cette accroche globale sur l'ensemble des 3 couches. Et en fait, l'engineering operating system, c'est ça. Les meilleures équipes ont tracé ces différentes couches et surtout ont créé un moyen de les ancrer ensemble, de ne pas être capable de modifier un processus sans modifier son modèle de données, sans venir toucher à sa donnée opérationnelle et surtout, beaucoup plus important, ne pas laisser l'inverse se passer. Que la forme de la donnée opérationnelle ne puisse pas être modifiée au bout de chaîne sans avoir vu l'impact global sur son analyse. Hop. Une fois qu'on a réussi à avoir ça, bien sûr, les ROI sont humains et financiers. Le premier, c'est descendre le coût d'alignement. Quand on a déjà un processus qui est tracé, les données qui y répondent et qu'on sait déjà qui va passer la balle à qui, sous quelle forme, pourquoi faire, on n'a plus besoin d'avoir des gens qui vérifient qu'on a des templates, qui font des réunions d'alignement sur qui doit avoir le prochain. On diminue la non-qualité, on améliore l'onboarding et bien sûr on a récupéré la traçabilité. Quand on sait d'où ça vient et où ça va, comment c'est formé, on arrive à en extraire la donnée plus facilement. Comment on le construit? C'est principalement 4 étapes. Définir ses processus métiers, modéliser ces données qui se basent dessus, les connecter entre elles, parce que ça c'est très important. Souvent on crée la donnée, on dit bah ok, voilà ses attributs, voilà ses normes, mais si elle n'est pas reliée à une autre donnée, on crée en fait que des silos qui arrivent sur des cul-de-sac. Et ensuite instancier la donnée, mais forcer à instancier la donnée en se basant formellement sur les données qu'on a modélisées. On va rentrer dans le détail sur comment est-ce qu'on est capable concrètement de le faire. Je te laisse là-bas. Et donc là, on a parlé de la théorie. Mais du coup, concrètement, comment ça va se passer dans la pratique, dans les entreprises? Donc moi, comme vous avez pu le voir en début de présentation, mon métier, justement, c'est d'accompagner les clients pour mettre un engineering operating system en place. Et donc, ce qui arrive souvent quand on veut réfléchir un petit peu à nos processus, les optimiser, etc., on fait des réunions d'équipe, des réunions d'alignement entre les différentes équipes, et puis on fait un process mapping avec beaucoup de post-it, ou bien on utilise des outils comme FigJam, Miro, etc., pour modéliser ça, et voir ainsi toutes les étapes d'un processus, etc. Mais en fait, rapidement, on arrive à se mettre d'accord sur un processus un petit peu macro, mais dès qu'on rentre un petit peu dans le détail, on se rend compte que, en fait, pour passer de l'étape A à l'étape B, c'est Pierre qui envoie un mail à Sarah en disant « c'est bon, j'ai terminé mon travail, tu peux commencer à faire ça ». Ou bien on se rend compte que, en fait, il y a 2 personnes qui suivent la même donnée dans 2 dashboards différents, mais en fait, ils n'ont pas les mêmes données. Et donc ça, c'est ce dont parlait Stéphane en début de présentation. On sort des outils très structurés, type PLM, ERP, et on commence à arriver dans des outils qui sont très diffus, la donnée se perd et on perd de la qualité de données. Et du coup, on a vu les impacts sur on perd du temps, on perd en qualité, etc. Et donc nous, ce qu'on fait pour l'Engineering Operating System, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ce travail d'alignement entre les équipes, on va définir des modèles de données pour chaque objet, chaque étape du processus. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille avec une entreprise dans la robotique. Et en fait, on travaille sur la partie quel est le cycle de vie d'un produit, donc d'un composant. Ici, on a pris un objet composant. Donc, en fait, on s'est dit, qu'est-ce que c'est un composant pour notre entreprise? Et donc, on est allé voir l'équipe R&D. On a dit, pour vous, qu'est-ce que c'est un composant? Donc, moi, pour un composant, j'ai besoin d'avoir telle information, telle information, telle information. Ensuite, on allait voir l'équipe industrialisation, pareil, même chose. Et on se rend compte déjà qu'il y a des différences. Peut-être que même, ils ont le même attribut, et ça veut dire 2 choses différentes pour les 2 entreprises. Et puis après, on va un petit peu plus loin dans le cycle de vie du produit. On peut aller voir l'équipe déploiement, qui va déployer le produit chez un client. Et là, encore une fois, ils ont besoin d'autres attributs. Et ainsi de suite, l'équipe maintenance, etc. Et donc en fait, c'est tout ça qu'on met à plat pour définir des objets et des modèles de données qui répondent à tous les besoins
de toutes les équipes pour le cycle de vie, ici, d'un produit, d'un composant. Et donc, une fois qu'on a défini ces modèles de données, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de voir l'interaction entre les différents modèles de données. Là, je vous ai parlé d'un composant. Mais en fait, un composant ne vit pas seul dans une entreprise. Et c'est là que l'engineering operating system est très important, c'est qu'on veut éviter absolument tout silo. On ne veut pas qu'il y ait un seul objet, une seule donnée qui ne soit pas reliée au reste de l'entreprise. Donc pour reprendre l'exemple d'un composant, un composant, en fait, il va être rattaché à des exigences. On va dire, tel composant, il doit répondre à ces exigences-là. Donc là, en fait, on crée un vrai lien sémantique entre le composant et l'exigence. L'exigence implémente un composant. De la même manière, l'exigence, elle sera vérifiée par un cas de test. Encore une fois, on crée un lien sémantique entre deux objets de l'entreprise. Et en fait, en faisant ce travail-là, pour chaque processus, pour chaque donnée de l'entreprise, on va créer vraiment un maillage de tous les objets de l'entreprise. Et ce qui va être très puissant pour que les différentes entreprises travaillent ensemble et s'assurer qu'elles travaillent sur la même donnée, que la donnée a le même sens pour chaque équipe. Et donc finalement, un composant qui a été défini au niveau de la R&D sera réutilisé avec l'angle de vue industrialisation, ensuite au niveau déploiement et ensuite au niveau maintenance. Donc si un jour il y a un problème sur un produit chez un client, la personne qui est chez le client, elle va pouvoir savoir, ok, ce produit, il a été fabriqué de cette manière-là, avec telle révision du software, avec telle spécification technique, et il pourra intervenir très facilement sur le produit parce qu'il aura toutes les informations de tout le cycle de vie du produit sur lequel il travaille. Et, donc voilà, et ensuite, en effet, si quelqu'un change une donnée à un endroit, vu que tout est relié de manière sémantique, on va pouvoir faire une analyse d'impact du changement. Si un ingénieur dit en fait, je vais changer telle vis par telle vis, on va se rendre compte, ok, cette vis-là, elle a changé, ça a tel impact, parce que tout est lié sémantiquement, ça a un tel impact sur telle chose dans le produit. Et donc, je vais pouvoir tout de suite voir ce que je vais devoir changer, est-ce qu'une autre équipe va devoir changer quelque chose, et ainsi de suite. Ok, donc là, on a vu comment le travail qu'on avait à faire pour le modéliser. Au final, c'est des approches, c'est d'engineering operating system. Le fait de se dire, j'ai mes processus et je veux que mes données soient conformes à mes processus, c'est des choses qui existent déjà dans le monde de l'entreprise. Souvent, c'est deux approches qui peuvent être différentes. La première approche, c'est le template comme structure. Hein. C'est ce que font beaucoup de grands groupes industriels, c'est-à-dire d'avoir tout un catalogue de templates, documents Word, documents Excel, PowerPoint. Chaque fois qu'on lance un nouveau projet, on a 40 fichiers à remplir. Et on a des gates, des réunions, des gens qui viennent vérifier ces templates, des gens qui font juste de la vérification, de la réconciliation et des réunions de synchronisation. Ça consomme du temps, bien sûr. Mais par contre, le point fort, c'est qu'on a un formalisme clair dès le début. On retrouve le fameux, on a demandé un process, on a dit qu'il devait s'instancier comme ça, vous êtes obligé de remplir le document, du coup, on est sûr qu'il s'instanciera comme ça. Par contre, ça demande beaucoup d'efforts derrière pour être sûr qu'on l'a bien fait. Et le deuxième point, la deuxième approche, qu'on voit aussi émerger, c'est une approche qui est plutôt supervisée, c'est-à-dire qu'on laisse les gens faire comme ils veulent, mais à la fin, on met du BI et de la tour de contrôle pour se dire est-ce que c'est comme on avait dit que ça devrait être. Ça marche bien aussi parce qu'on se vérifie au fil de l'eau. Par contre, quand on détecte une erreur, on a beaucoup plus de mal à tracer la source de la chaîne et il est souvent trop tard pour aller corriger l'erreur en amont. Donc les deux sont bonnes. Et en fait, dans l'approche, nous, qu'on veut apporter, c'est comment est-ce qu'on rassemble ces deux points. C'est comment on arrive à fournir un système qui, d'un côté, structure la donnée qui va rentrer, la bride en quelque sorte, pour garder la structuration qu'on a voulu lui mettre, et en même temps, qui vient vérifier sa cohérence sur l'ensemble de la chaîne. Pour ça, il faut, comme sur du code informatique, finalement, il faut un compilateur. Il faut quelque chose qui tourne à chaque fois qu'on remplisse une donnée en disant « ça devrait être comme ça, est-ce que c'est comme ça, est-ce que toutes les règles sont maintenues ?» On a déjà rencontré des équipes qui faisaient des choses... qui faisaient des outils pour les faire, qui même utilisaient potentiellement Git pour le faire, pour suivre ça, pour voir si ça se compilait comme un code informatique. Mais ça demande énormément de travail concrètement pour y arriver. Mais ça gagne principalement d'éviter d'avoir le côté j'ai ma donnée qui est rentrée, je dois faire du nettoyage pour voir si elle a été bien rentrée, ou j'ai ma traçabilité qui est native.
Une fois qu'on arrive à obtenir ce système qui se porte tout seul, on définit, il vérifie en entrée et en sortie, on a ce gain de performance qu'on va avoir. La grande difficulté que vous allez me dire, c'est comment est-ce qu'on la garde une fois qu'on l'a mis en place. Et donc, pour la garder, bien sûr, il faut, à l'instar de ce qui se fait dans le monde du software, pouvoir faire des révisions de nos données. Donc, je vous prends un exemple aussi qui est assez parlant. Imaginons que voilà, vous avez défini toutes les spécifications pour votre produit, etc. Et puis là, il y a une régulation qui arrive. Je prends l'exemple assez classique de il faut nous donner l'impact carbone de votre produit. Et là, vous dites, oula, dans cet outil-là, j'ai aucun moyen de mettre l'impact carbone. Dans cet outil-là, je peux le mettre, mais c'est de cette manière-là qu'il faut le mettre. Et ainsi de suite. Et donc là, en fait, vu que vous avez bien tout structuré votre Engineering Operating System, vous allez pouvoir simplement faire une nouvelle version de votre modèle de données et une nouvelle version de vos liens sémantiques. Et ainsi, vous allez pouvoir rajouter cette nouvelle donnée qui est indispensable. Et vous êtes sûr que changer cette donnée, ça ne cassera pas le reste, ou si ça change des choses, vous serez informé et vous pourrez faire en sorte de faire tous les changements nécessaires dans les autres modèles de données et les autres liens sémantiques de votre organisation. Donc voilà, c'est vraiment encore cette idée de compilation en cascade. Vous vous assurez que chaque changement que vous allez faire ne va rien casser et que du coup, vous allez pouvoir modifier et faire évoluer votre modèle d'entreprise pour vraiment suivre les exigences demandées, les nouvelles régulations ou même simplement des nouvelles choses qu'une équipe voudrait faire au sein de votre organisation. Merci. Et un autre sujet, maîtriser donc son processus métier, maîtriser ses données, être capable de valider en temps réel qu'elles sont bonnes et qu'elles correspondent au schéma, c'est vraiment très important. Et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, là on parle de données qui sont saisies par des humains. Vous en avez certainement énormément entendu parler sur ce salon, mais demain on ne veut pas que ce soit seulement les humains qui saisissent ces données, mais que ce soit l'IA qui s'en occupe et les agents qui s'en occupent. Si on a ce modèle de données structuré, on va vraiment simplifier la vie de l'IA. Si on n'a pas ce modèle de données, en fait, on va ouvrir notre SI, nos documents, nos outils à un agent spécialisé sur une partie métier. Sauf que si on n'a pas une data qui est déjà structurée, qui est déjà préparée avec des liens entre elles pour lui donner la carte de ce qu'il doit chercher, on va dépenser énormément d'énergie pour aller parser l'ensemble de la donnée, donc couvrir l'ensemble de la donnée qu'on a, faire son analyse pour en ressortir une information qui sera potentiellement partiellement fausse parce que hallucinée. Plus on lui donne un contexte grand, plus on s'ouvre à une erreur statistique en fait. Si on donne une donnée qui est déjà structurée sur ce qu'on appelle un knowledge graph, donc c'est vraiment la carte des liens entre eux, l'agent va aller chercher la bonne information et va pouvoir identifier un contexte beaucoup plus étroit et donc beaucoup moins d'hallucinations. Et aussi, une chose qui est quand même va devenir très importante dans les prochaines années, beaucoup moins de tokens gaspillés, beaucoup moins d'énergie, d'intelligence déployée pour réussir à obtenir la réponse. Donc, ce côté Engineering Operating System dont on parle, ça peut sembler un peu complexe, théorique, mais finalement, c'est l'étape nécessaire qui va être déployée pour permettre à l'agentique demain d'évoluer dans le monde de l'industrie. Beaucoup de gens essaient de le faire. Tous les POC, si vous avez déjà essayé d'en faire, en fait, c'est ça que vous faites. Vous prenez un scope métier, on va vous dire, OK, c'est quoi vos processus? OK, on va faire un extract des données, c'est quoi vos sources? Et on va les mettre là. On va mettre un agent dessus et il va répondre aux questions que vous posez sur la source. Ça, c'est bien, ça montre la preuve de valeur. Mais par contre, ce n'est pas scalable au sein de l'entreprise, globalement, et ce n'est pas scalable dans le temps. Parce que vous allez devoir refaire le même effort. Prendre l'approche d'un Engineering Operating System, ça va vous forcer à naturellement composer ce graphe de données, le remplir et le faire évoluer pour qu'il soit toujours performant. Donc vous allez gagner aussi bien pour les opérationnels du terrain que pour ouvrir sur le monde de l'agentique. Vous l'avez vu, on a un nom d'entreprise. Nous, on a théorisé ce concept, mais on a aussi créé une plateforme qui permet de le porter. Donc, on peut le faire autrement, mais en tout cas, nous, on a créé une plateforme qui est spécifiquement pour ça, qui s'appelle Codex.
On a peut-être une petite vidéo pour vous montrer. Codex, the engineering operating system for teams. One place, all data. Every team, every requirement linked to spot any error before it breaks. Mark changes a bolt in CAD. 3 seconds later, manufacturing has the new BOM. The ERP updates itself. Lock a baseline. Revise. Push when ready. Every change traced. Every requirement linked. Certification audit, one click. Codex. Build, ship, scale. Ce qu'on voit rapidement sur la vidéo, pour vous l'expliquer, à part une jolie petite musique, c'est que le système connaît en fait la carte et les données qui doivent rentrer dedans, et en temps réel, il peut valider l'impact et l'analyse sur ces données. Il est également connecté aux autres piliers référentiels de l'entreprise, donc il peut déployer l'information. Et le fait de voir toutes ces données qui est tracées lui permet d'avoir tous les liens pour la traçabilité, pour l'historique de la révision, afin de garder dans le temps cette cohérence dans l'ensemble. Voilà. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Codex et voir comment est-ce qu'on implémente ça, vous pouvez nous voir sur le stand V13, on est là-bas tout au fond, on a un beau kakémono. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Merci à tous. Merci à vous.